Bonsoir Jacques, on parle d'Europe encore une fois sur l'antenne de Jéricho et lors de votre premier rendez-vous, vous aviez évoqué les élections de mai dernier qui ont visiblement marqué un nouveau départ pour l'Union européenne. Ce soir, vous vous attachez à nous parler des tentations populistes en Europe. Oui, Jean-Louis. Et les tentations populistes en Europe, c'est un vaste sujet. Il nous faudra donc 2 chapitres pour le traiter. Alors, le premier aujourd'hui, les européennes de 2014 se caractérisent par un arrêt de l'érosion tendancielle de la participation. En effet, 43,09 contre 43% tout juste en 2009. C'est même un léger rebond. Et ce rebond d'ailleurs est plus prononcé en France. C'est surtout, ces élections, une hausse des partis populistes. Progression des partis populistes de gauche de 2,90 à 3,60, mais stabilité des partis populistes de droite à 6,60. Et enfin, c'est marqué par une relative stabilité des autres forces politiques au niveau européen. Alors, cette inertie globale masque des disparités profondes dans les scores obtenus, dans l'ampleur des changements intervenus et dans leur localisation. Dans 3 pays, les populistes franchissent les 20% et arrivent en tête du scrutin. Le parti du peuple danois, par exemple, atteint 26,60 des suffrages. L'UKIP, c'est le parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, remporte 26,70 des votes, en progression de 10,60 sur 2009. Enfin, en France, le FN, le Front National, concentre 24,9% des votes, en progression de 18,60% sur 2009. La progression est plus importante en Europe occidentale, c'est-à-dire les 15 pays les plus anciens membres. Alors plus important qu'à l'est du continent, où ces partis sont tous en recul. Enfin, des baisses sont enregistrées en Belgique et aux Pays-Bas, ce qui limite la performance globale. Alors une erreur d'analyse à ne pas commettre serait de penser que les performances des partis populistes sont conjoncturelles, que c'est lié à la crise économique et sociale, donc que c'est transitoire. À ce jour, par exemple, les sondages placent Marine Le Pen en tête du premier tour des présidentielles, démontrant l'intention de persévérance des électeurs et d'autre part la crédibilité du FN pour des élections à fort enjeu national. Les populistes se sont réveillés dans les années 1980 et n'ont cessé de progresser depuis lors. Il faut saisir cette tendance historique au niveau européen aussi. Il s'agit d'une crise d'adaptation structurelle, d'adaptation des acteurs à la mondialisation et à la globalisation. Les motivations de ce refus ne sont pas que de nature économique et sociale. Elles sont aussi identitaires et nationalistes, ce qui élargit sensiblement le fonds de commerce des populistes et le pérennise du même coup. En atteste le développement du populisme dans des pays peu touchés par la crise, notamment les pays scandinaves ou encore l'Autriche ou la Suisse. Bien qu'elle ne soit pas dans l'Union européenne, elle est très proche dans son fonctionnement politique. Ou bien encore dans d'autres pays, alors en pleine expansion, comme les candidats d'Europe centrale et orientale à la veille et au lendemain de leur adhésion à l'Union européenne qui a dopé leur économie. Les partis populistes, anciens ou nouveaux, ils n'ont pas tous la même origine, possèdent des traits spécifiques liés à leur histoire ou au pays dans lequel ils sont nés. Cependant, tant de droite que de gauche, ils présentent des caractéristiques communes. Alors quelles sont ces caractéristiques communes à ces partis populistes, Jacques ? La première, c'est la dénonciation des élites. Ils présentent en effet, en règle générale, une vision manichéenne. Alors ce sont les gros contre les petits, les coupables contre les innocents, le bon peuple trompé par les méchantes élites politiques et économiques. Celles-ci sont impuissantes, incapables, illégitimes, corrompues, qu'ils s'en aillent tous, éructe Mélenchon. En plus, elles sont à l'aise, ces élites, dans la mondialisation. Et de ce fait, elles sont accusées de cosmopolitisme, de complicité avec l'ennemi du peuple et de la nation. Le peuple, d'ailleurs, est pris dans son unité, dans sa globalité. Il ne se divise pas ni en classes, ni en sous-groupes sociologiques. Le système représentatif, celui des députés, est dénoncé. On lui préférait une démocratie directe. Le confusionnisme et le déni de réalité sont permanents. Dénonciation de l'UMPS par le Front National, ainsi qu'une préférence structurelle pour la démagogie. Les crises d'adaptation de la démocratie dans chaque pays sont exploitées contre la démocratie. Il n'empêche qu'en interne, l'autoritarisme est accepté et le culte du chef pratiqué. Jacques Oestler, visiblement, instrumentalisation de la peur. Oui, c'est un trait commun, Jean-Louis. L'Union européenne connaît malheureusement un vieillissement démographique. Ce vieillissement
engendre des conséquences psychologiques et culturelles habilement exploitées par les populistes. C'est là qu'il y a instrumentalisation. Alors ce sont les sentiments anti-globalisation, culture conservatrice, allergie au changement et à la différence, aversion au risque, sensibilité aux thèmes sécuritaires et aux conflits interculturels, recherche de protection. Il ne faut pas sous-estimer la puissance mobilisatrice et conquérante des passions funestes, comme les nomme Luc Ferry, c'est-à-dire la peur, la rancœur, la colère, l'envie, le mépris, sur lesquels le populisme se fonde. Le populisme originel s'est métamorphosé en nouveau populisme, alors qu'on nomme soit national-populisme, soit populisme patrimonial. Et son objectif de cette métamorphose, c'est d'élargir sa base et d'accroître ainsi ses chances d'accéder au pouvoir, bien sûr à l'intérieur d'une coalition. Le FN est ainsi passé d'un catholicisme conservateur de Jean-Marie Le Pen, rappelez-vous, au pied de Jeanne d'Arc, à une laïcité affirmée de Marine Le Pen. Il est devenu discret sur son antisémitisme, au bénéfice maintenant d'un anti-islamisme affiché. De témoignages provocateurs de Jean-Marie Le Pen, l'habile et ambitieuse Marine s'efforce d'élargir sa base vers les ouvriers et les employés en ajoutant au programme de son père celui de Jean-Luc Mélenchon, d'après une boutade de Bourlange. Le populisme patrimonial, lui, défend d'abord les intérêts matériels, les avantages acquis des déclassés ou de ceux qui redoutent de le devenir. Il dénonce la concurrence en termes de travail des migrants tant internes qu'externes à l'Union européenne. Il prône la préférence nationale. Il récuse la remise en cause de l'État-providence par des migrations massives pour bénéficier notamment de prestations sociales sans cotisation préalable. Et c'est pourquoi, aux dernières européennes, le FN a attiré 43% des ouvriers, 38% des employés, 37% des chômeurs. 25% seulement des votants FN reconnaissent une motivation européenne, contre 53% pour les autres partis, les votants des autres partis français. 67% des votants FN ont voté contre le gouvernement, contre 38% pour l'ensemble des Français. Le populisme patrimonial défend ensuite les intérêts immatériels, à savoir le communautarisme et le pluriculturalisme. Les immigrants ne veulent plus s'adapter aux sociétés qui les accueillent et prétendent imposer leur genre de vie. Ce faisant, le populisme attire d'autres citoyens que ceux qui se sentent matériellement menacés. Il conquiert des classes moyennes, voire supérieures, et entraîne une droitisation de la vie politique européenne. Jacques, merci pour cette chronique Parlons d'Europe. Un mot encore, rappelez-nous le site internet où on peut retrouver la diffusion de cette chronique. Il s'agit du mouvement-européen-lorraine.fr et vous pouvez même dialoguer avec nous en allant sur l'onglet Contact. Et on retrouvera la suite de ce dossier consacré aux tentations populistes en Europe dans 15 jours. Merci Jacques. Au revoir Jean-Louis.